Zagrine, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Donc on va parler de fibrillation auriculaire, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu ce matin avec un cas clinique qui illustre tout ça. Donc je voulais juste préciser que je ne suis pas rythmologue, donc je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc le cas clinique, c'est un homme qui est né en 48, donc il a 71 ans cette année. Il a pour antécédent en fait un canal carpien bilatéral qui a été opéré en 2012. Et puis son histoire cardiologique commence en août 2014 avec un tableau de décompensation cardiaque globale sur un mode d'Anasarc et puis la découverte d'un flotteur atrial. Donc l'échographie transthoracique à l'époque montrait déjà une HVG concentrique et puis une dysfonction biventriculaire. Et l'hypothèse soulevée était celle d'une cardiopathie rythmique à l'époque. Et donc il a été confié au rythmologue. Donc la première chose qui a été réalisée en septembre 2014, c'est une ablation de flotteur droit par radiofréquence. Il y a eu quand même beaucoup de tirs, il y a eu 24 tirs pour arriver à réaliser un bloc ismique cavotricuspide bidirectionnel. Donc le malade s'améliore, puis quelques mois plus tard, il refait du flotteur et de nouveau un tableau de décompensation cardiaque globale. Et à ce moment-là, il est de nouveau reconfié au rythmologue en avril 2015 et il tente de faire une deuxième ablation de flotteur droit. C'est un échec et donc ils finissent par le réduire par choc électrique externe et ils le mettent sous cordarone. Puis il va récidiver en fait un tableau de décompensation cardiaque globale et puis cette fois-ci finalement on identifie plutôt un flotteur gauche. Et donc on fait en septembre 2015 une ablation un peu complexe qui a duré plusieurs heures où il y a eu ablation d'un flotteur qui était d'abord au niveau du toit de l'auger, puis au niveau de la région septale, puis au niveau de la région périmétrale. Et donc le rythmologue décrit une très large zone de fibrose antérieure avec une auger très pathologique. Il est réduit par choc électrique externe et à ce moment-là il est mis sous cordarone et bêta-bloquant. Finalement, c'est en juin 2017, donc presque 3 ans après la première décompensation, qu'on identifie l'amylose cardiaque, donc devant une majoration en fait de l'HVG sur un mode concentrique, et puis un aspect décrit comme granité par l'échographiste. Donc c'est une amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, donc avec un génotypage négatif. À ce moment-là, on n'avait pas grand-chose à lui proposer. Il a été mis sous gélule de thé vert, et puis la cordarone a été continuée. Il va faire plusieurs hospitalisations en 2018 avec en fait de nouveau des tableaux de décompensation cardiaque globale. Et en fait, on met en évidence finalement une tachycardie atriale qui va récidiver et qui sont à notre sens responsables des décompensations. Donc moi, je le rencontre en février 2019. À ce moment-là, il est NYHA3 sous forte dose de traitement diurétique et puis il vient de commencer du tafamidis en traitement spécifique dans le cadre de la RTU. Biologiquement, des marqueurs cardiaques très augmentés, une T-pro-BNP à plus de 10 000, une troponinémie élevée et puis une fonction rénale qui est modérément altérée avec une clairance à 48. Donc ça, c'est son électrocardiogramme. Donc il a une tachycardie atriale qui n'est pas très rapide, il est autour de 75-80 battements par minute. Il a un bloc un peu diffus et puis on retrouve une pseudo-onde Q de nécrose en inférieur et puis aussi en antéroseptale. Et on lui fait porter un Holter ECG et il a une tachycardie atriale permanente autour de 77 battements par minute. Il n'a pas de pause enregistrée, il y a de très rares extrasystoles ventriculaires isolées. Donc ça, c'est son échographie transthoracique au moment où on le voit en février. Donc on retrouve une HVG concentrique et puis une FEVG qui est sévèrement altérée. Et donc on fait un strain aussi à ce patient. Donc il a une FEVG qui est autour de 35%. Il a un strain effondré à moins 4%, avec effectivement peut-être un apical sparing. Et puis sur le plan hémodynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il a un index cardiaque très altéré, 1,2 litres en indexé, avec une FA qui est pas, une tachycardie qui est pas très lente, autour de 74 battements par minute. Donc à ce moment-là, on discute un petit peu entre nous pour savoir ce qu'on peut lui proposer. Donc on l'a vu tout à l'heure avec Olivier, la FA c'est quelque chose de fréquent dans l'amylose à transthyrétine sauvage. Donc la méta-analyse de Vandenberg, il y avait une moyenne à peu près de 40% des patients avec une amylose à transthyrétine sauvage qui présentent une fibrillation auriculaire. Et dans l'étude toulousaine plus récente, 2/3 des patients avec une amylose à transthyrétine sauvage qui ont une FA, en sachant que ces patients avaient souvent des pacemakers, ce qui permettait aussi de détecter plus précocement et plus précisément les passages en FA.
Donc on l'a aussi discuté, l'AFA finalement n'est probablement pas source d'un excès de mortalité ni globale ni cardiovasculaire chez ces patients. Néanmoins, dans l'étude de Longhi, on a l'impression que le passage en AFA est un tournant dans l'histoire d'insuffisance cardiaque, avec des patients plus symptomatiques, plus d'hospitalisation et des NYHA plus élevés. Vous connaissez la formule que nous a montrée ce matin Thibaut Damy, donc où le débit cardiaque effectivement est égal à la fréquence cardiaque fois le stroke volume. Dans l'AFA, probablement, il n'y a pas que l'histoire de la fréquence cardiaque, il y a aussi l'irrégularité du rythme et puis la perte de la systole auriculaire. Et donc, il y avait une analyse hémodynamique dans l'étude de Longhi avec, pour les patients AFA, des pressions droite et gauche augmentées, un index cardiaque abaissé par rapport aux patients en rythme sinusal. Et chez les patients les plus symptomatiques, on retrouve des index cardiaques abaissés malgré finalement des fréquences cardiaques correctes. Donc il y a vraiment un lien, l'AFA est un passage important dans l'histoire de l'insuffisance cardiaque. Donc pour notre patient, on a envisagé le fait de restaurer le rythme sinusal puisqu'il avait eu une histoire finalement aussi symptomatique lorsqu'il était en rythme sinusal. Donc ça, c'est son ETO avant, avant restauration du rythme sinusal. Donc il faut bien, comme on l'a vu tout à l'heure, bien rechercher l'absence de thrombie intracardiaque. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs études qui prouvent qu'il y a un excès de thrombie intracardiaque chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine, notamment sauvage, chez des patients qui sont en FA, mais il faut aussi savoir chez des patients qui sont anticoagulés. Vous voyez, dans cette étude-là, 13% des patients anticoagulés présentaient néanmoins un thrombie. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Et donc, les facteurs de risque de thrombie dans cette étude étaient la présence, bien sûr, de l'AFA, la dysfonction diastolique, les vitesses de vidange abaissées et l'absence d'anticoagulation. Une autre étude qu'on a vue tout à l'heure, avec cette fois-ci en IRM, où on retrouve fréquemment effectivement des thrombies dans l'auricule gauche, mais pas que. 30% avaient un thrombie ailleurs, un thrombus ailleurs, que ce soit dans l'oreillette droite notamment aussi. Et puis vous voyez ici 13% aussi dans le groupe FA anticoagulé qui avait un thrombus, que ce soit sous warfarine ou sous AOD. Donc vraiment une méfiance de ce côté-là. Et puis les facteurs de risque dans cette étude étaient la dysfonction systolique biventriculaire, la dilatation de l'oreillette gauche et puis une infiltration amyloïde importante. Enfin, dernière étude que Olivier vous a montrée tout à l'heure, 28% effectivement des patients avant une cardioversion chez les patients amyloïdes peuvent présenter un thrombus intracardiaque. Et donc c'est source à la fois d'annulation du choc électrique et aussi de complications comme on en a discuté. Donc pour notre patient, on a retenu donc l'idée d'essayer de lui restaurer son rythme sinusal. Avec les rythmologues, on a convenu de faire une cartographie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans son oreillette. Et finalement, je trouvais que c'était assez intéressant de vous le montrer. Alors pour ceux qui sont comme moi pas rythmologues, mais vous avez ici l'oreillette droite avec les veines caves qui s'abouchent en haut et en bas, et ici l'oreillette gauche avec les veines pulmonaires. Et donc comme le disait Vincent tout à l'heure, normalement la cartographie normale est de couleur violette. Et là, vous voyez que l'oreillette est toute grise. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une zone de bas voltage extrêmement étendue dans les deux oreillettes. Donc moi, j'ai posé la question au rythmologue, savoir si c'était lié finalement aux multiples ablations. Il n'y a pas que ça. Effectivement, les ablations peuvent induire aussi des cicatrices, mais à son sens, c'était plutôt lié à l'extension amyloïde, enfin l'infiltration amyloïde dans l'oreillette. Et donc, on a quand même tenté de restaurer le rythme sinusal pour ce malade. Donc, il y a eu un retour en rythme sinusal qui a été obtenu. Donc, il y a eu une ablation extensive quand même du substrat, et on a quand même informé le patient du haut risque de récurrence d'arythmie chez lui, et donc il a été maintenu sous cordarone seul et anticoagulant bien évidemment. Donc finalement, la restauration du rythme sinusal par une technique d'ablation, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier, il y a des études en tout cas un peu discordantes. Dans l'étude de Barbaya, on a l'impression que finalement l'ablation, ça marche pas terrible avec des récurrences quasiment systématiques. Et puis finalement, dans l'étude de la Mayo Clinique, peut-être un effet plus intéressant avec une récurrence de l'ordre de 60% sous ablation, et en tout cas probablement un meilleur effet de l'ablation pour ces patients plutôt que la technique ablation nœud plus pacemaker. Donc pour notre patient, on va en revenir. Donc ça, c'est après l'ablation. Donc il est retourné en rythme sinusal. Par contre, il avait un PR qui s'était franchement allongé. Et puis, c'est après choc ou après ablation? C'est après ablation, oui.
Et puis donc c'était dans le service au retour de l'ablation, donc l'espace PR s'est allongé, et puis à la télémétrie il y a eu beaucoup de bradycardie, et puis en faisant l'écho le débit cardiaque ne s'était pas amélioré, donc on a décidé de lui implanter un pacemaker. Alors on a fait le choix de mettre un triple chambre chez ce malade qui avait une FEVG sévèrement altérée, et puis on l'a programmé à 80 battements par minute. Donc moi je l'ai revu à la fin du mois de mai, donc finalement il va plutôt bien cliniquement, en tout cas il n'y a pas eu de nouvelle hospitalisation, il était frequent flyer d'un autre service ces derniers temps. Le NT-proBNP alors reste élevé, on est d'accord, mais c'est quand même en baisse de 10 000 à 6 800. La fonction rénale ne s'est pas altérée, et puis ça c'est son ECG, donc il est en rythme sinusal, électro-entraîné à 80 battements par minute. Et puis je voulais vous montrer un petit peu les images de l'échographie cardiaque. Alors ça reste une situation difficile. Néanmoins, la FEVG ne s'est pas altérée, ou voire, si on est optimiste, s'est un petit peu améliorée. Et puis surtout, l'index cardiaque s'est normalisé. Donc il a 2,3 litres en indexé, avec un rythme sinusal électro-entraîné. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que l'AFA c'est fréquemment associé aux amyloses cardiaques, et le passage en FA peut être un vrai tournant évolutif, notamment clinique, sur le mode d'insuffisance cardiaque chez nos patients. Il n'y a pas de consensus, on l'a vu, sur la gestion de l'AFA, faut-il réduire ou non, mais je pense qu'il faut penser à essayer de restaurer le rythme sinusal si on le peut, notamment dans les phases précoces de la maladie, et notamment chez les patients extrêmement symptomatiques. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les thrombies intracardiaques sont extrêmement fréquents, même en rythme sinusal et même sous anticoagulants. Donc pensez bien à anticoaguler évidemment systématiquement les patients qui ont une FA et une amylose cardiaque, quel que soit leur CHA2-VASc. Et puis si vous pensez réduire votre patient, on aurait tendance à proposer de faire une ETO systématique pour s'assurer qu'il n'y a pas de thrombus. Merci. Laisser la place à la discussion un peu, Thibaut. C'est un magnifique calcul qui illustre bien la complexité de cette maladie, et puis comment les guidelines sont pas utilisables dans l'état actuel à cette maladie. Ce que je trouve magnifique, c'est déjà de voir que la patient s'est améliorée, parce que c'était quand même déjà à la fin du jour. Et puis de voir effectivement la complexité aussi. On a bien vu d'essayer de voir si on aurait un bénéfice en le réduisant ou pas, ou en le traitant. Et donc de bien faire attention qu'il n'y ait pas de caillots, c'était parfait. Et surtout aussi, quand on va les réduire, c'est d'essayer de prédire ce qui va se passer après. Et souvent, moi, ce qui m'a surprend quand on fait des chocs, c'est de voir les bradycardies qui s'en suivent. Et donc, on a mal évalué le risque de ralentissement de la fréquence et de chute du débit, qui peut être un peu catastrophique chez ces patients. On peut avoir des chocs cardiogéniques, notamment après ablation, après choc électrique. Et puis aussi de voir, quand le PR réapparaît, on est souvent surpris de voir l'allongement du PR, mais alors là, c'est encore raisonnable, et donc des indications de pic qui surviennent très rapidement. Et ton cas est vraiment, le cas de ce patient est magnifique, et puis bravo quoi. De l'avoir géré comme ça. On a exactement la même expérience, c'est-à-dire ces patients-là qui sont ceux qui tirent le plus de bénéfices de la restauration du rythme sinusal, parce que c'est les plus graves, on nous l'avait bien montré. C'est des chocs électriques à haut risque, parce que quand ils sont un peu rapides, au moment où on les réduit, ils perdent la tachycardie souvent. Or, bien entendu, la fréquence cardiaque, est-ce qu'il les maintient à flot? Et s'ils se retrouvent à 60 par minute en rythme sinusal, en fait, ils sont à 60 par minute. Ils n'ont pas encore récupéré une vraie systole auriculaire mécanique et ils vont très mal. Et donc, il faut être très, très prudent. Oui, parce que le débit va diminuer par 2, en fait. C'est vraiment, et donc, de temps en temps, on a des chocs cardiogéniques. On a tous cette expérience-là. Donc, il faut être très, très prudent, comme vous l'avez bien montré, quoi. Après ça, je suis très intéressé, vous montrez aussi cette carte de voltage, et ça, moi non plus je suis pas rythmologue, mais j'ai des mauvaises fréquentations, donc je suis au courant. Très fréquemment, quand on appareille ces patients, les rythmologues reviennent en disant « Oh là là, il y a le seuil auriculaire absolument épouvantable, grosse difficulté de trouver un endroit où se poser pour capturer l'oreillette, parce que c'est des oreillettes difficiles à stimuler, c'est plein d'amylose, et voilà, quoi, c'est vraiment une réalité, ça. Là, pour l'anticoagulation, on a vu que sur les patients amylose AL, la TTR, il y avait quand même des thrombus dans l'oreillette malgré une anticoagulation efficace. Donc,
vient en échec de traitement, et donc la question c'est est-ce que tu changes les anticoagulants pour une autre classe? Jusqu'à combien de classes tu changes? Et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, au final, je suis inefficace sur mon traitement, il a un caillot malgré mon traitement anticoagulant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lui maintenir un traitement anticoagulant avec un risque hémorragique alors qu'il a toujours un caillot dans l'auricule? Je ne saurais pas trop répondre à cette question, mais effectivement, je pense qu'on aurait tendance à changer de classe. Il y a eu une mention là-dessus tout à l'heure, de switcher peut-être le Rivaroxaban pour la Pixaban, pourquoi pas. Après, on ne sait pas trop. Personne n'a de réponse, je pense. Ouais, nous, on augmente nos objectifs. Quand on est sous AVK, on augmente nos objectifs. La première question, c'est est-ce qu'on est bien quand même, est-ce que le traitement a été observé? Est-ce qu'on était dans les objectifs si on est sous AVK? Parce que de temps en temps, en fait, il y a des switches, des trucs. Nous, on a tendance à augmenter un poil nos objectifs. Et moi, mes vieux patrons m'apprenaient à rajouter de l'aspirine. C'est ce qu'on fait. De temps en temps, ça marche. J'avoue que c'est vachement imparfait quand même. Mais de temps en temps, on arrive à les faire disparaître. J'ai une patiente qui est revenue 4 fois, qui s'est tapé 4 ETO, qui à chaque fois... Enfin, on la réveille et on lui dit non, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Enfin, nous, on a eu des cas, effectivement, comme tu décris, et une fois qu'ils ont le caillot, pour le faire partir, c'est quand même compliqué, quoi. Malgré des différents tests et différents. Alors, nous, on fait pas tout le temps des ETO, on fait plutôt des scanners maintenant cardiaques pour vérifier le thrombus, notamment quand on doit les répéter. Alors après, on les injecte s'il y a besoin. S'il y a le problème après, c'est est-ce qu'il faut arrêter? S'il y a un caillot, c'est quand même compliqué d'arrêter quand même. Sauf qu'il y a des complications hémorragiques, donc on est bien obligé de continuer, même s'il y a un caillot, quoi. Après, on est bloqué par la FA et on est obligé de tolérer la FA. Et il y a des patients qui sont tellement effectivement dépendants. Enfin, tous les patients avec des amyloses ne s'aggravent pas quand ils passent en FA. Il y a jamais toujours. C'est ce qu'on dit depuis ce matin. Mais généralement, ils s'aggravent énormément. Et ceux-là, malheureusement, on n'a plus grand-chose à leur proposer, mis à part l'ablation du nœud et essayer de les stimuler, la fréquence cardiaque. Et souvent, les plus graves, ils ont des FA assez rapides. Finalement, ils peuvent tolérer leur FA, il faut les laisser à 110, 120 même par minute, puisqu'ils vont s'adapter au débit. Et si on les trifouille trop, ou quand on leur fait l'ablation du nœud et qu'on met là la pile, et que la pile est réglée à 60, là aussi on court à la catastrophe, quoi. On a aussi l'expérience d'une autre catégorie de patients qui sont les sténoses mitrales, les rétrécissements mitraux. De temps en temps, quand le vieux rétrécissement mitral qui évolue depuis longtemps, on en fait le diagnostic un peu tard, ça arrive qu'on trouve des thrombus qui sont là depuis très longtemps, qui sont extrêmement bien vascularisés, qui sont extrêmement solides, et vous pouvez leur mettre ce que vous voulez, le thrombus, il va rester. C'est des thrombus organisés, et une fois qu'ils sont là, ils sont là. Ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas toujours depuis combien de temps le thrombus est là, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire, une fois qu'il est là, pour le faire partir, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément un échec réel du traitement avec anticoagulant. C'est que ça n'est plus accessible au traitement anticoagulant, quel qu'il soit. Donc ça, cette dimension, on peut la prendre en compte aussi. Merci pour ce cas clinique très intéressant et qui pose une question, c'est qu'est-ce qui a amélioré le patient? Est-ce que c'est le retour en rythme sinusal ou est-ce que c'est la synchronisation? Et donc du coup, est-ce qu'il faut vraiment s'acharner à rétablir le rythme sinusal chez ces patients qui ont des myopathies atriales très très évoluées? Est-ce qu'il faut regarder s'il y a une activité mécanique de l'oreillette quand ils sont en rythme sinusal? Et d'autre part, est-ce qu'il n'aurait pas fallu de toute façon lui proposer une resynchronisation dès le début parce qu'il a des QRS larges et à l'écho, on a l'impression qu'il y a aussi un asynchronisme mécanique. Le premier ECG, vous voulez voir? Ouais. Nous, on avait la sensation clinique que c'était vraiment le retour en tachycardie atriale qui l'avait décompensé. Enfin, c'est l'analyse clinique qu'on en a fait et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu lui restaurer un rythme sinusal. C'est un monsieur qui est actif, il est chef d'entreprise encore et était très demandeur. Donc c'est vrai que nous, d'emblée, on n'aurait pas retenu la resynchro. On était vraiment plus sur la restauration du rythme sinusal. C'était notre hypothèse. Mais... Ils n'ont pas demandé un choc électrique avec réévaluation clinique pour dire le choc, il va mieux, donc oui, effectivement, c'est bien la FA. Initialement, c'est ce qu'on devait faire, et puis finalement, il s'est un petit peu dégradé, enfin, ils ont voulu aller plus vite. Ouais. Sinon, c'était la stratégie. Ouais. Dans notre sens, je pense qu'on serait posé la question. Alors, là, le déroulé, il est parfait. Les QRS, on les trouve un peu larges, avec l'axe qui est un peu bizarre. Ouais. Et on n'a pas le PP rapide, mais peut-être que là, l'exploration a trouvé un HV long. Alors après, peut-être qu'on s'est dit, est-ce qu'on l'a pareil avant de le choquer pour pas prévenir ce qui risque de se passer après? Mais ça reste
Voilà, il a des QRS qui sont clairement pas normaux, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est l'histoire du patient et la vitesse à laquelle les troubles de la conduction, parce que nous, on mesure tout, on met tout dans une base de données, donc on suit tous les QRS, tu as vu, qui s'allongent, et on voit la vitesse à laquelle ils s'allongent. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être préventif, parce qu'on sait que la prochaine étape, voilà. Et on voit l'indication, là, est magnifique, c'est à la fois la fréquence cardiaque, à la fois finalement l'hémodynamique, et puis à la fois la prévention du trouble conductif. L'autre question, c'est, du coup, vous lui avez pas mis un DEF? Non. Voilà. J'ai pas de réponse. Oui, hein, je suis d'accord. Est-ce que fallait mettre un DEF? L'histoire le dira. Discuté, tu nous raconteras l'année prochaine la suite. Il a quel âge, ton patient? 71. Il y a une question. Est-ce que vous avez déjà anticipé, si jamais ce qui est possible quand même, probable, que le trouble du rythme supraventriculaire récidive, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, là, on a déjà fait une ablation assez extensive, donc après, je sais pas. On discutera. La logique, c'est de faire une ablation du nœud. Hein. Si ça reste, enfin, nous, c'est ce qu'on ferait, en tout cas. C'est faire déconnecter. Et puis, le patient, là, il a un bivet. Donc, voilà. Et on pourra lui adapter sa fréquence. À cette phase-là, quand il a récidivé? Non, ça nous semblait un peu... Enfin, on voulait tenter... Idéalement, si on pouvait lui garder un rythme sinusal, je pense que c'était mieux pour lui. Donc c'est pas facile de motiver nos rythmologues à faire une ablation de FA extensive dans un contexte d'amylose. Ouais. Nous, on a un rythmologue motivé, mais... Le nôtre aussi, les ablations de FA dans l'amylose, c'est pour l'instant pas trop son envie. Et on voit vraiment que ces cas, ils sont hyper complexes et qu'on va en avoir de plus en plus. Donc là, un des projets de l'année prochaine, c'est d'essayer de monter une RCP amylose cardiaque, vraiment qui se focalise sur ça, pour qu'on puisse tous échanger et puis pouvoir avoir un consensus d'experts, on va dire, pour pouvoir valider ces indications et aider dans ces prises en charge où personne ne sait, mais si on est tous autour au moment d'une réunion téléphonique, bien sûr, à partager ce genre de dossier, prendre des décisions communes, je pense qu'on pourra tous en tirer grand profit. Alors c'est encore fastidieux, on a les logiciels, etc., mais je pense qu'on voit dans des cas aussi complexes quoi faire. Ça dépend aussi des ressources, effectivement des rythmologues qu'on a dans chaque équipe, mais ça permettrait peut-être de pousser et de nous aider à avancer, quoi. On va passer au deuxième cas. Merci beaucoup.